Bonjour, merci de nous retrouver pour une nouvelle matinale, une demi-heure de direct. Nous sommes donc ensemble sur Guisen TV. Au menu ce matin, les réseaux sociaux et leur rôle dans la société iranienne, syrienne ou encore égyptienne. On en parlera avec Samir Ben Layachi, notre spécialiste du monde arabe. On interrogera également les Israéliens à 1 mois et 4 jours des élections législatives. Où en sont-ils? Pour qui voteront-ils? Notre micro-trottoir nous en dira plus. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons de danse et plus précisément de thérapie par le mouvement avec Rami Echaos, spécialiste de ce domaine en Israël. Rami viendra nous apporter quelques conseils pour nous réconcilier avec notre corps. On commence tout de suite par les titres de l'actualité de ce matin. Le comité d'aménagement et de la construction a approuvé la construction de 1500 unités de logement dans le quartier de Ramat Shlomo, nord de Jérusalem. Le programme a été entériné en dépit de pressions américaines pour empêcher la construction dans cette zone et après l'annonce du Premier ministre sur le gel de la construction dans ce secteur pour 18 mois. Les dirigeants palestiniens ont annoncé hier leur intention de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de ces projets de construction. L'actualité en Israël, c'est également Avigdor Lieberman. Le parquet présente aujourd'hui devant le tribunal de paix de Jérusalem l'acte d'accusation contre Avigdor Lieberman. Il sera accusé de fraude et d'abus de confiance dans l'affaire de l'ambassadeur israélien en Biélorussie. La peine maximale encourue pour cette infraction est de 3 ans de prison. Cependant, l'accusation ne devrait pas requérir la détention, mais plutôt une condamnation d'infamie. La démission d'Avigdor Lieberman de son poste de ministre des Affaires étrangères entre en vigueur dès ce matin. L'administration américaine a fait part hier de son inquiétude quant au sort des Palestiniens vivant en Syrie et de Yarmouk en particulier. Nous sommes profondément inquiets après les informations selon lesquelles des dizaines de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, auraient été tués ou blessés à Yarmouk lors de bombardements de l'aviation syrienne. C'est ce qu'on pouvait lire dans un communiqué de l'administration américaine qui exige des deux parties le respect de la loi internationale. Notez que des centaines de Palestiniens fuient actuellement la Syrie en direction du Liban après les affrontements entre pro et anti-Bachar el-Assad et le bombardement, donc je vous le rappelle, la semaine dernière d'une mosquée du camp de Yarmouk. Et puis dans ce cadre-là, l'ONU va renforcer la sécurité de sa mission d'observation sur le Golan en fournissant notamment des protections contre les armes chimiques. C'est ce qu'a annoncé hier le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou. Il a rappelé que plusieurs pays se sont référés à cette possibilité de voir le gouvernement syrien utiliser son arsenal chimique dans le conflit. Il a ajouté que l'ONU allait continuer à mettre au point des plans d'urgence fondés sur un certain nombre de scénarios possibles en Syrie sans pour autant donner plus de précision. C'est dans la colère que les Tunisiens ont fêté hier les 2 ans de leur printemps arabe, venu prononcer un discours à Sidi Bouzid, le centre du pays, la ville où est née la révolution de Jasmin en décembre 2010. Le président Moussef Marzouki et le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Ben Jaafar, ont été la cible de jets de pierre, comme vous le voyez sur ces images. La lutte contre les difficultés économiques dans la région de Sidi Bouzid, où un commerçant s'était immolé par le feu il y a exactement 2 ans, était l'une des promesses phares de la révolution. Aux yeux des manifestants, le gouvernement de coalition dominé par le parti Ennahda n'a toujours pas tenu ses engagements. L'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, a désormais sa page sur Facebook, un réseau toujours interdit en Iran après avoir été utilisé comme moyen de communication par l'opposition lors des manifestations de 2009. La page Khamenei.ir est apparue il y a quelques jours sur le réseau social après avoir été annoncée sur un compte Twitter du même nom, garantissant ainsi son authenticité. Cette page a suscité hier plus de 1000 likes. Facebook comme Twitter sont interdits, je vous le rappelle, en Iran, mais restent cependant utilisés par des millions d'Iraniens qui parviennent, grâce à des logiciels, à contourner la censure. Contourner la censure, les sites et les réseaux sociaux, c'est donc le thème de notre première partie d'émission avec vous, Samir, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes notre spécialiste du monde arabe. On va reparler largement ce matin de ce printemps arabe qui a commencé donc il y a tout juste 2 ans. Il s'était à l'époque étendu du Maroc au Bahreïn, en commençant donc à la Tunisie. Par la Tunisie, on vient de le voir dans les titres. Des manifestations qui avaient donc fait beaucoup de bruit,
pas la même ampleur dans chacun des pays, en Égypte, en Tunisie, en Syrie, où ça continue toujours. Un seul point commun, les acteurs de ces révolutions sont des jeunes, et des jeunes qui utilisent pour coordonner leurs actions les réseaux sociaux. Oui, donc les réseaux sociaux ont joué un rôle très important dans cette révolution. Donc tout a commencé avec l'image qui a été diffusée dans le monde entier de Bozizé s'immolant par le feu. Si on n'avait pas vu cette image, peut-être la révolution n'aurait pas lieu. Donc je ne sais pas, c'est une spéculation. Mais maintenant que la révolution a été faite, où elle est en train de se faire, il faut se demander comment l'État et comment le peuple vont utiliser cet instrument. Alors l'État, on va y revenir un peu plus tard. Comment les populations, elles, utilisent Facebook, Twitter, qui finalement... en France, Facebook, c'est surtout utilisé par les collégiennes. Je vais un peu grossir l'image, mais c'est surtout utilisé par les collégiennes pour diffuser les photos du dernier voyage au ski ou de la dernière soirée en vogue. En Égypte, pas du tout. C'est un moyen de communication. C'est un véritable moyen d'organisation de la manifestation et de la révolution. Oui, c'est une arme. C'est une arme pour faire la révolution. C'est une arme pour faire entendre sa voix. Je me rappelle, un Tunisien, il a parlé, on lui a demandé pourquoi vous avez fait... Non, on lui a demandé, vous avez fait la révolution avec quoi? Avec Facebook. Il a dit, on a tout interdit, sauf Facebook, et on a fait avec la révolution. On n'aura laissé que Facebook. Ils ont fait la révolution. Donc, ce n'est pas la même chose. On est dans une asymétrie absolue. Facebook, pour l'Occident, c'est un outil, presque un jouet. Pour les Arabes, dans le monde arabe, c'est une fenêtre sur le monde pour voir comment ça se passe. Ce monde où on ne peut pas y aller, c'est-à-dire la population ne peut pas voyager ni avec ni sans passeport. Et donc, ils sont là, regarder le monde, comment ça se passe ailleurs. Et depuis, ils veulent faire la même chose chez eux. Donc, alors, une fenêtre en même temps sur l'Occident, on va l'appeler comme ça, et en même temps une arme à l'intérieur de son pays. Mais finalement, est-ce que les populations... Alors, on va faire le distinguo entre les Tunisiens, les Égyptiens, les Syriens, les Iraniens, qui jouissent pas de la même liberté. Mais finalement, est-ce qu'il y a une liberté ou est-ce qu'il y a une censure de ces réseaux sociaux dans tous ces pays? L'État a toujours censuré. On a toujours limité l'information, caché l'information. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus le censurer, on ne peut plus cacher l'information. On vit dans un monde où tout est presque permis, tout est su et vu. Donc l'État s'adapte, ils savent qu'ils ne peuvent pas cacher l'information, donc ils inondent la toile avec l'information. Le peuple, lui, il est avide d'informations, donc il y a un jeu, un va-et-vient. Chacun tire vers son côté et on ne sait pas. Alors un va-et-vient, je vous propose tout de même de regarder une carte qui a été diffusée par Reporters sans frontières, cette carte mondiale de la cybercensure. Donc il s'agit là de la censure sur Internet uniquement. Vous voyez donc en rouge les pays qui sont sous surveillance, les pays sous surveillance et les pays réellement censurés. Les pays censurés, c'est l'Arabie Saoudite, les pays qui nous intéressent en tout cas ce matin, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Syrie, Bahreïn également. Et les pays sous surveillance, on sera surpris, alors il y a l'Égypte, il y a la Tunisie, il y a la Turquie, mais on sera surpris également de voir, tout en bas à droite de votre écran, l'Australie, et puis au milieu à gauche, la France. La France. Donc finalement, la censure sur Internet, c'est pas seulement le fait de l'Égypte, de la Tunisie, c'est aussi le fait de certains pays occidentaux. Oui, donc, mais ce n'est pas la même censure. C'est pas la même censure. C'est-à-dire la France, l'Australie censurent pour d'autres raisons. Peut-être pour lutter contre le terrorisme, contre la pédophilie. Mais dans le monde arabe, l'État joue toujours son rôle classique, c'est-à-dire couper le câble téléphonique. Mais aujourd'hui, on n'a plus de câble. C'est-à-dire les jeunes savent comment contourner les barrages qu'on met pour les arrêter avec des logiciels en Iran. Alors c'est ça justement, vous me disiez tout à l'heure, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour lutter contre cette liberté finalement incontrôlable sur Internet? Quels sont les outils gouvernementaux pour imposer la censure sur Internet?
Couper les câbles en Syrie et interdire Internet pendant plusieurs jours, comme on l'a vu. On se rappelle quand, en pleine révolution, Barak a coupé le câble, entre guillemets, d'Internet, de l'Internet en Égypte. Donc, après 5 jours, il a donné son ordre pour le remettre. C'est parce qu'il a mis en panne c'est-à-dire toute l'Égypte. Donc, c'est pas pour donner un coup de... C'est pas parce qu'il était pour la révolution, mais parce que l'armée, les banques, l'État ne marchaient plus. Donc l'État aujourd'hui, l'État arabe, n'a pas encore une politique comment gérer ce Facebook et ce déluge d'informations. Ce qu'on remarque, c'est que chacun tire vers son côté, l'État et le peuple, mais pas en cachant, en dévoilant. C'est-à-dire l'État dévoile, l'État impose son discours, et on est dans une guerre de discours, si vous voulez, entre l'État et le peuple. Alors, ce que vous dites justement, ça rejoint ce qu'on a vu dans les titres de ce matin. Ali Khamenei a sa page Facebook, il a son compte Twitter. Est-ce que ça n'est pas une politique de 2 poids, 2 mesures par le gouvernement iranien? Oui, ça montre l'ironie de ce régime. Ça montre l'ironie, ça montre même le double langage, l'hypocrisie même de ce régime. Mais il ne faut pas confondre le régime et le peuple. Le peuple, lui, n'a pas perdu de son sens d'humour. Il y a quelqu'un qui a écrit ce que Khamenei va utiliser le logiciel pour contourner la censure, le logiciel que tous les Iraniens utilisent. Donc, mais on est vraiment dans une ère où tout a changé. C'est-à-dire l'État comprend aujourd'hui qu'il faut lutter contre l'Internet, Facebook et Twitter pour contrôler ce peuple, pour contrôler l'information et pour diffuser l'information de l'État. C'est pourquoi, dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, ils ont créé leur Internet à eux, c'est-à-dire un réseau fermé iranien où on est coupé du monde de l'extérieur. Jusqu'à quand ça va tenir le coup? Parce qu'on sait... Justement, c'est une autre des questions qui est importante ce matin de poser. Finalement, comment les États, les gouvernements de tous ces pays différents gèrent-ils cette révolution cybernétique? On va l'appeler comme ça. L'État a toujours tout fait pour survivre, pour exister, pour contrôler. Et je crois qu'ils vont comprendre qu'aujourd'hui, pour contrôler, il faut dévoiler, informer et laisser tout voir. Et je crois que c'est une nouvelle politique que l'État va bientôt comprendre. Alors, une nouvelle politique pour éclaircir, surtout pour nos téléspectateurs, éclaircir un petit peu cette carte de l'utilisation d'Internet dans les différents pays arabes. On voit qu'en Égypte, on a des chiffres à l'appui. En Égypte, 20% de la population possède un compte Facebook. Et on a un autre chiffre en face, au Yémen, 1% seulement de la population utilise Internet, a accès à Internet. Donc finalement, les pays arabes, face à cet accès à Internet et face à finalement cette grande révolution du réseau social, n'est pas égalitaire. Le Yémen et l'Égypte, on n'est pas du tout sur le même principe. Est-ce que finalement, on doit en conclure que si certains pays comme le Bahreïn ou le Yémen, qui ont eu des prémices de révolution, si ces révolutions ne sont pas allées plus loin, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas cet engouement d'Internet et cette facilité apportée par Internet? Non, je ne pense pas. Par exemple, rappelons-nous en Égypte, par exemple, quand tout a commencé, il y avait 2 ou 3% des gens qui avaient leur Internet, je crois, ou leur Facebook, je ne me rappelle plus, mais il y avait un nombre très minime, c'est-à-dire 2 ou 3%. Et cela a suffi pour faire la guerre, c'est-à-dire, pour faire la révolution, cela suffit. C'est une avant-garde et ça suffit. C'est comme au 19e siècle, le journal. Le journal, pas tout le monde savait, pas tout le monde était capable de lire, mais ceux qui lisaient et comprenaient racontaient aux autres et ça... Et c'est répandu. Je crois que c'est la même façon. Donc aujourd'hui, ça se passe de la même façon. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un vous en parle pour aller descendre dans la rue pour faire la révolution. Mais de toute façon, c'est pas la même chose. Pour lire
Le journal, c'était un petit peu difficile. Il faut savoir écrire et lire. Aujourd'hui, pour ouvrir un Facebook, c'est très facile. Donc, il y a une standardisation, finalement, une vulgarisation de l'information. Et c'est de cette façon que la démocratie pourra peut-être avancer dans certains pays. Merci, Samir, de toutes ces analyses et de vos précisions ce matin. Et on passe à un autre sujet, la démocratie en Israël. On n'est pas, finalement, pas si loin de ce sujet de première partie. On va se concentrer ce matin sur les indécis. À 1 mois et 4 jours des élections, ce sont ceux à qui s'adressent les leaders des principales formations politiques. Joachim Touati est allé les rencontrer pour nous, pas sur Internet, mais dans les rues de Tel Aviv. Reportage.